Je suis pas née Aura Etel, je suis née Raymond Etel. Et je suis originaire de Paris. Je suis née à Paris. Et mes parents étaient naturalisés français. Ma mère était polonaise. Mon père, ça j'ai appris à l'école. Quand j'ai dit que mon père était français, alors on m'a vite corrigé, on m'a dit non, Russie blanche. Alors, j'ai pensé pendant des années qu'il y avait des peaux rouges en Russie. Parce que russe blanc, ça veut dire, je savais qu'il y avait des rouges. Bon, bref. Et j'ai été cachée depuis juillet 42 en Touraine, à Langeais. Je ne sais pas qui a trouvé la personne qui nous a recueillis pendant la guerre. Je ne le saurai sans doute jamais, parce que j'ai une grande sœur qui est ma demi-sœur, qui est née d'un premier lit, et je crois que elle et sa tante ont trouvé cette femme. Je ne sais pas par quel hasard, je ne sais pas. Mais j'ai été cachée à Langeais de juillet 42 jusqu'à Pâques 46. Vous rappelez-vous de l'endroit où vous étiez la première fois avant que vos parents soient arrêtés Vous avez dit que vous avez été d'abord caché une première fois. Moi, je me rappelle d'un sanatorium où j'étais obligée de me réveiller vers minuit parce que ma petite sœur faisait pipi au lit et les infirmières là-bas étaient des sorcières, ça j'avoue. Elles devaient se douter qu'on était juifs, donc je devais me lever pour mettre ma petite sœur, pour l'asseoir sur le pot, et si je ratais ça, ma petite sœur ne ratait pas, elle faisait pipi au lit. Je crois que j'ai été cachée là-bas pendant, je sais même pas. Ça, c'était le premier endroit que je me souviens. Le deuxième endroit, c'était dans une famille catholique. J'allais à l'église tous les dimanches. Ça ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'est qu'ils me forçaient de mettre un chapeau de bébé sur la tête. Ça, je pouvais pas accepter. Ça, c'était le deuxième endroit dont je me souviens. Je ne sais pas s'il y avait encore un troisième endroit. Je me rappelle qu'il y avait un endroit où je faisais des cauchemars. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé avec vos parents? Comment ça se fait que vous avez été recueillis? Qu'est-il arrivé à vos parents? Parce que ma mère, bien avant, je ne sais pas la date exacte, et
elle nous avait déjà cachés. On n'était pas à Paris. De toute manière, les Français ne nous auraient pas arrêtés comme ils n'ont pas arrêté ma grande sœur, parce que nous, on était françaises, nées en France. Et à l'époque, ils n'arrêtaient pas les Français. Ils l'ont fait par la suite. Mais en 1942, ils n'arrêtaient pas. Mes parents ont été arrêtés le 6 juillet 1942 pendant la rafle du Veldiv, parce que bien que mes parents étaient naturalisés français, comme les lois anti-juives les avaient déprimés de leur naturalisation, ils se retrouvaient apatrides. Et c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Et puis, ils étaient enregistrés au commissariat du quartier, donc... Qu'avez-vous ressenti quand vos parents ont été arrêtés et quand vous avez été recueillis par cette femme? Moi, je ne savais rien. Je n'ai rien compris, parce que je crois que mes parents étaient venus nous voir là où on était cachés. Donc, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et même quand je suis partie et quand on a pris le train, je n'ai pas compris exactement ce qui se passait. J'avais pas 10 ans à l'époque, j'en avais 8 et demi, ou 8, je ne me rappelle plus exactement. Donc, on m'a dit de m'habiller. Je me rappelle que c'était au mois de juillet, qu'il faisait très chaud, et j'ai enfilé au moins 5 paires de culottes, 5 tricots de corps, de robes. J'avais un manteau sur le bras, une petite mallette, parce que on pouvait pas sortir. Si on était sorti avec une grande valise, de suite, ça aurait réveillé la curiosité des gens. Donc, une petite mallette, 30 sur 40. Je ne crois pas que j'avais mis des vêtements à l'intérieur. Je tenais une poupée dans la main, un gros poupard de la taille d'un enfant d'1 an, le dernier cadeau de mes parents. Et dans ma mallette, j'avais des livres. Toute l'Iliade et l'Odyssée. Parce qu'à mes yeux, c'était bien plus important qu'une robe. Voilà. Après que vos parents soient arrêtés lors de la rafle du Veldiv, vous avez été recueillis par une personne dont vous ne vous souvenez pas qui a trouvé cette personne. Qui était cette personne et pourquoi elle vous a recueilli? Pourquoi, je ne le saurai jamais, parce que elle est morte. Je suis allée la revoir. Je l'ai revue en 1960. La première fois que je suis revenue en France, je suis allée la voir. Et je lui ai même pas demandé comment j'étais arrivée chez elle. Parce que il y avait d'autres choses à parler. Elle s'appelait Madame Marie Eliaba Masson.
trait d'union maçon, M-A-2-S-O-N. C'était une femme de 33 ans à l'époque. Elle était venue à Paris pour voir un spécialiste du cancer parce que son mari avait un cancer facial ouvert. Une femme qui ne savait ni lire ni écrire, mais avec un cœur grand comme une maison. Cette femme, d'ailleurs, est devenue veuve au mois de septembre de la même année, en 1942. Elle n'a jamais reçu d'argent, à part un bon du trésor, je ne sais pas par qui il était émis. Le Joint nous a envoyé un chèque. Pourquoi je sais toutes ces choses? Parce que cette femme ne savait pas lire. Donc, c'est moi qui ouvrais le courrier. Et du fait d'ouvrir son courrier, j'étais au courant de tout ce qui se passait, aussi bien qu'elle. Quand il fallait faire une réclamation, c'est moi qui écrivais la lettre, parce que je ne savais pas écrire. C'était une femme, une fille de cultivateur français, et je crois qu'elle était née en 1914. Elle est née le 15 août 1914. C'était une femme admirable, courageuse, vaillante, comme on dirait. Et elle s'est occupée de nous avec une dévotion complète. Est-ce que cette personne vous a, par l'amour qu'elle vous a donné, et le fait malheureusement que vous n'étiez plus avec vos parents, est-ce que son amour vous a aidé à tenir, à ne pas flancher? Moi, personnellement, non. J'avais ma mère et je ne savais pas à l'époque qu'est-ce qu'il allait arriver. Moi, je croyais que ma mère était en prison, je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis même pas posé la question. Mais j'avais ma mère. Et tout mon amour et ma fidélité allaient vers ma mère. Je crois que c'est elle qui m'a aidé à traverser tous les événements. Je l'aimais bien, oui, je l'aimais bien, mais je n'ai jamais oublié qu'elle n'était pas ma mère. Est-ce que vous avez un beau souvenir de cette période? Oui. Mon premier souvenir, quand je suis arrivée, elle avait une sœur qui habitait à Saint-Nicolas de Bourgogne, à côté de Saint-Nicolas de Bourgogne, en Touraine aussi, un petit patelin qui s'appelait le Fondy. Madame Eliaba Masson n'a jamais dit
à sa famille jusqu'en 1943 qu'on était des petites juives. Elle ne l'a jamais dit. Et ils avaient un champ derrière la maison, et là-bas, il y avait un cerisier, un bigarreau. C'était la première fois que je voyais des cerises dans un arbre et pas au marché. J'ai grimpé dans l'arbre, j'ai cassé une branche et j'ai mangé des bigarreaux. C'était fantastique. Quel est votre plus mauvais souvenir? Ah, là, j'en ai au moins deux. Le premier, ça devait être en été 43. J'étais en train de pendre du linge. Un train est passé, un train de marchandises. Et subitement, il y a eu des coups de feu. Les chiens ont aboyé. Et subitement, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. J'ai appris plus tard, 1 heure après peut-être, que ce train emmenait des juifs d'un camp, je ne savais pas quel camp c'était, et quelqu'un avait réussi à se sauver et les Allemands avaient commencé à tirer. C'est la première fois que j'ai réalisé que peut-être je ne verrai plus ma mère. Ça, c'était le premier mauvais souvenir. Le deuxième mauvais souvenir, c'était en septembre de la même année. Quelqu'un a dû nous dénoncer à la Gestapo. Madame Eliaba a eu vent
de cette histoire. On s'est sauvé immédiatement de la maison. On a pris la remorque dont on se servait quand on allait au jardin, parce qu'elle avait un petit lopin de terre où elle faisait pousser des légumes. On a traversé la Loire. Il y avait un bac qui traversait la Loire. Et je ne me rappelle pas. On est arrivé, je crois, chez sa sœur. La même personne qui avait ce cerisier, qui était à une distance d'environ 30 km de chez elle. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment on a fait ça. Je me rappelle d'une chose, c'est qu'alors, elle a expliqué à sa sœur qu'on devait se cacher parce que la Gestapo nous cherchait. Et c'est alors qu'elle a raconté à sa sœur qu'on était deux petites filles juives. Voilà. Très discrète, cette Madame Eliabin, très secrète, très courageuse, parce qu'elle pouvait être fusillée. Avez-vous eu faim, eu froid? Froid, non. Faim, je ne crois pas, parce que Madame Eliabin était une femme avec un sex appeal époustouflant. Elle a eu beaucoup d'amants, mais comme elle était veuve, elle avait le droit. Et un épicier lui a couru derrière. Elle ne prenait rien à part des pantoufles pour mes filles, du cacao pour mes filles, toujours pour ses filles, parce qu'elle nous considérait comme ses filles. Elle ne prenait rien pour elle, ça ne l'intéressait pas. Mais pour élever ses deux filles, elle prenait. On est allé vendre, on n'avait pas d'argent. Moi, une fois, j'ai ouvert le porte-monnaie, il y avait à l'intérieur 25 francs français de l'époque, c'était rien. On était pauvres, mais on était bien. Alors, moi, je ramassais les bouteilles vides dans toute la ville, parce que elle était la maîtresse d'un marchand de vin qui lui achetait à bon prix nos bouteilles vides pour elle. Mais ce que lui était d'accord de lui donner, ça allait toujours chez nous. Elle ne prenait rien pour elle, toujours pour ses filles. On était bien habillés. Elle était sensationnelle, cette femme. Puis un jour, elle nous a demandé elle m'a demandé d'abord à moi si j'étais d'accord de l'appeler maman.
je lui ai dit, je t'aime bien, mais j'ai une mère. Je ne peux pas t'appeler maman. Ma petite sœur, qui avait 2 ans et demi de moins que moi, l'appelait maman. Elle avait vraiment des relations exceptionnelles avec cette dame. Moi, j'étais déjà une petite fille en révolte. Déjà. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accepter. Je l'ai appelée plus tard maman, parce qu'une petite fille de 9 ans a besoin de sa mère. Et alors, la pire histoire, je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'enfants juifs, mais moi j'ai perdu 2 mères, la mienne et l'autre, parce que à la Pâques de 46, ma grande sœur, qui avait 10 ans de plus que moi, elle était devenue notre tutrice. Et du fait qu'elle était notre tutrice, elle avait tous les droits. Donc, un jour, et pour les vacances de Pâques 46, elle a décidé de nous kidnapper. Et elle nous a enlevés de cette femme admirable sans lui demander son opinion. Elle voulait nous adopter. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle aurait fait tout son possible pour que je puisse étudier, pour que je réussisse dans la vie. Et ma grande sœur, elle s'est interposée. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma deuxième mère. Quand avez-vous choisi de monter en Israël et pourquoi? Ah, pourquoi? C'est facile. Ma sœur, ma grande sœur, avait 24 ans et voulait se marier. Elle voulait fondre un foyer, une famille. Et surtout, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle voulait se débarrasser de nous. Elle n'en avait rien à faire. Elle a attendu d'être certaine que ma mère ne reviendrait plus parce qu'elle n'aimait pas ma mère. Quand j'avais 14 ans, en 47, j'étais supposée partir sur l'Exodus, le bateau d'Exodus. Et ma sœur m'a interdite, en tant que tutrice, de partir. Une poignée d'amis sont partis et 2 ans plus tard, c'est elle qui m'inscrivait à l'Aliata Noah pour nous envoyer en Israël. J'ai jamais été sioniste de ma vie. Je ne savais même pas. J'ai appris dans toutes les maisons d'enfants où je suis passée, j'ai appris ce que c'était Israël et j'ai décidé que j'avais décidé déjà en 47 que je ne voulais pas rester en France
parce qu'une concierge d'une maison en face de la nôtre m'avait dit « Tiens, dommage qu'on t'ait pas brûlé comme on a brûlé tes parents. » Je savais que j'avais rien à faire en France. Ils étaient aussi antisémites qu'en 1939. Alors c'était peu dire. C'est pour ça que je suis venue en Israël. En montant en Israël, vous avez changé en Oui, Hora. Hora. Pourquoi Hora? Parce que au kibbutz, les jeunes couples cherchaient des noms dans la Bible. Et vous n'aviez jamais le même nom deux fois. C'est vrai que je parle de quelque chose d'il y a 70 ans presque. 70 ans. Le mois prochain, ça va faire 70 ans que je suis en Israël. Et au kibbutz, il y avait une fille très artistique, qui s'appelait Hora. Et le nom m'a plu. Et ben voilà, comme ça je me suis appelée Hora. Il voulait m'appeler Rina. Oh non, j'ai pas la gueule d'une Rina, ça j'avoue. Comment ressentez-vous le confinement en comparaison à ce que vous avez vécu pendant la guerre? Aucune relation possible entre ça et ça. Vous oubliez une chose, c'est que pendant la guerre, il y avait les Allemands. Et c'était bien pire que d'être confiné chez vous à la maison. Aucune comparaison. Moi, je m'en fiche de rester à la maison. J'ai mes livres, j'ai mes disques, j'ai mes chats, j'ai mon jardin. Et j'adore ne rien faire. J'ai pas de problème. J'ai pas de stress. Je ne sais pas ce que c'est le stress. Et je ne m'en fabrique pas. Yom HaZikaron, la Shoah ולגבורה. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.